Alors, comme convenu, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en plus, on ne s'était pas mis d'accord et je remercie d'ailleurs les organisateurs qui sont là de nous avoir invités. On va parler aussi de la relation entre la France et la Russie, essayer de remonter un peu dans l'histoire pour analyser, comprendre la base de cette relation, les incompréhensions et les compréhensions, les moments où ça s'est bien passé, les moments où ça s'est mal passé. Et effectivement, après, on pourra revenir un peu rapidement, parce que ce n'est pas encore terminé, sur les aspects militaires du conflit, en Ukraine. En ce qui concerne la relation franco-russe, nos deux nations sont nées, alors pas tout à fait au même moment, puisque nous on est à 1500 ans d'histoire, les Russes n'en ont que 1000 ans, en fait, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, alors je vais corriger un peu ce qu'a dit André, en fait, si Kiev est la mère de la Russie, le père est à Veliki Novgorod, en Russie, puisque la dynastie qui dirige la Rousse dite abusivement de Kiev, en fait c'est déjà la Russie, eh bien, vient de Veliki Novgorod, c'est 200 km au nord de Moscou. Et donc, comme il fait trop froid, ils descendent vers le sud, ils s'installent à Kiev, et ensuite ils prennent la religion orthodoxe. Et donc, c'est l'acte fondateur, comme en France, le baptême de Clovis est l'acte fondateur de la France, eh bien, le baptème en 988 des Rurikides est l'acte fondateur. Il faut être parfaitement honnête, jusqu'au XVIIe siècle, on n'a pas vraiment de contact avec la Russie, puisque à l'origine, il y a bien sûr le mariage entre la fille de Yaroslav le Sage avec notre roi Henri Ier, ce qui fait que tous les rois de France ont quasiment du sang russe. Mais globalement, après les invasions mongoles par l'Est et les invasions de la Pologne par l'Ouest, eh bien, l'histoire de la Russie part dans un sens très éloigné du nôtre. Et on a très peu de traces de relations entre nos deux pays. On a un moment, si vous voulez, à la fin de cette fameuse dynastie des Rurikides, on est à la fin du XVIe siècle, et la Russie rentre dans les temps troubles. Entre le moment où les Rurikides, le dernier des Rurikides à gouverner, c'est Ivan le Redoutable, mal appelé Ivan le Terrible, donc Ivan le Redoutable, son fils ne gouvernera pas, et il y a une vingtaine d'années de ce qu'on appelait les temps troubles. Et à ce moment-là, il y a un mercenaire français qui s'appelle le capitaine Margeret, qui part là-bas et qui va servir les différents chefs de cette guerre civile qui verra les Polonais, et ça aussi c'est important de s'en souvenir, les Polonais prendre Moscou. C'est pour ça qu'on voit toujours, notamment les Polonais aiment se présenter comme des victimes de la Russie, mais c'est eux qui ont commencé. Il faut dire la vérité. Il faut bien se souvenir que la Pologne, la Polono-Lituanie, pour être plus précis, a été une puissance extrêmement forte jusqu'au milieu à peu près du XVIIe siècle, où elle a été battue par la Russie. Donc on sait peu de choses finalement à la cour du roi de France. À l'époque, c'est Henri IV chez nous, et le capitaine de Margeret donc rentre et raconte ses pérégrinations dans les stades de Russie et dans l'Empire de Russie et les stades de Moscou. C'était le titre de son livre, que vous pouvez trouver d'ailleurs en version numérique maintenant. Et donc en fait, il raconte donc ce qu'il a vu pendant ces temps troubles. Et évidemment, pendant ces temps troubles, il a vu une Russie dévastée. Donc finalement, on ne connaît pas grand-chose. On est impressionné, mais on peut dire qu'au début du XVIIe siècle, eh bien, on connaît très mal la Russie. La Russie, elle va commencer à décoller, on va dire, du point de vue économique, démographique et surtout géopolitique, au moment où elle se débarrasse de ses deux, on va dire, ennemis traditionnels. C'est d'un côté, c'est les descendants de la Horde d'Or, pour faire court, les Tatars, qui sont battus par Ivan le Terrible donc, en 1554, je crois. Je ne suis pas sûr. Bon, peu importe. Au milieu du XVIe siècle. Et ensuite, au XVIIe siècle, ils vont battre les Polonais. Et ça va être fondamental. Pourquoi ? Parce que la Russie va récupérer une partie des terres de la Rousse de Kiev et ce qui correspond à peu près à l'Ukraine centrale aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important de souligner, c'est que l'Hetman Khmelnytsky, qui est le chef des insurgés en fait anti-polonais, eh bien, c'est lui qui demande au tsar de Russie de venir l'aider à vaincre les Polonais, ce qui arrivera, et Kiev redeviendra donc ainsi une ville russe, la partie ouest de l'Ukraine restant sous contrôle d'abord polonais et ensuite autrichien. Donc pour l'instant, on ne s'est pas beaucoup rencontré entre Français et Russes, il faut être parfaitement honnête. Mais les Russes continuent leur expansion, et surtout à chasser en fait finalement les différents envahisseurs de leurs terres. Donc ils se sont débarrassés des Tatars, ils se sont débarrassés des Polonais, et ils décident aussi de se débarrasser, des Suédois.
Et vous allez voir pourquoi c'est important, la liste que je fais. Il se débarrasse des Suédois, et notamment à la fameuse bataille de Poltava en 1709, qui voit la victoire de Pierre le Grand et la fuite du roi Charles XII, donc un grand guerrier très connu dans l'histoire moderne. Et donc, après avoir liquidé Charles XII, son armée, la Russie continue également son expansion vers les mers chaudes, et cette fois se trouve face à l'Empire ottoman, qu'elle va, on va dire, quasiment définitivement battre à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi c'est important? Donc, je vais vous demander de retenir trois adversaires de la Russie. La Pologne, qui a été battue, l'Empire ottoman, qui a été battu en 1789, quand nous fait la Révolution, le maréchal Souvorov met une énorme raclée à l'armée ottomane, et la Suède. Pourquoi c'est important? Parce que, à partir de la bataille de Poltava, la Russie rentre dans le concert des nations européennes. Avant, on ne la connaît pas, en fait. Et petit à petit, tout d'un coup, c'est un séisme, parce que la Suède, c'est une puissance militaire extrêmement importante à cette époque. Et c'est un très grand allié de la France. C'est grâce à notre alliance avec la Suède qu'on peut gagner la guerre de 30 ans et consolider ensuite notre expansion vers le Rhin. Donc, la Russie rentre dans le concert des nations européennes en battant tous nos alliés de revers qu'on avait face à l'Empire allemand, face à la puissance allemande. Les Polonais, les Suédois et ensuite les Ottomans. Donc évidemment, quand la France voit apparaître la Russie sur le concert des nations, elle le voit d'abord comme une puissance hostile, puisqu'ils sont en train de démonter un par un tous nos alliés. Et ça va conditionner le début de notre relation, donc dans la première moitié du XVIIIe siècle, à l'occasion de deux guerres, la guerre de succession de Pologne et la guerre de succession d'Autriche, où là, la Russie va être notre adversaire, même si elle ne s'investit pas vraiment dans ces conflits. Et on peut dire qu'à ce moment-là, la France ne comprend pas trop bien ce qu'elle peut faire avec la Russie. La première visite est connue, c'est 1717, c'est facile à retenir. C'est celle de Pierre le Grand qui va venir à Versailles, prendre le roi Louis XV dans ses bras. Mais à partir de cette visite, finalement, on se fait la guerre, des guerres assez limitées, mais l'un contre les autres. Ce qui va se passer, en revanche, ça va se modifier dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Parce que là, la France, pour la première fois, va entrer en guerre contre un ennemi commun, qui est la Prusse, et l'intervention russe va nous sauver. À la fin de la guerre de 100 ans, en fait, l'armée française est épuisée, mais finalement, l'armée russe, alliée de l'armée autrichienne, bat Frédéric de Prusse. Et là, pour la première fois, on expérimente que finalement, c'est l'allié de revers dont on a toujours rêvé. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la Pologne, on n'a plus besoin de l'Empire ottoman, on n'a plus besoin de la Suède. On a cette puissance énorme qui est aussi peuplée que la France à l'époque et qui en plus est en pleine expansion. La victoire contre les Tatars a donné le signal de l'expansion vers l'Est, qui s'arrêtera au bord de la mer du Japon. Donc en fait, à ce moment-là, les plus visionnaires de nos chefs politiques comprennent qu'on a peut-être trouvé que l'expérience qu'on a eue pendant la guerre de 7 ans, on a peut-être trouvé l'allié idéal. Le problème, c'est que là-dessus arrive la Révolution française et puis les guerres de l'Empire. Et là, ce que l'on constate, c'est que autant la France a acquis une influence importante, culturelle en Russie, c'est-à-dire que, comme toute l'Europe, tout le monde veut faire comme en France. Donc en fait, littérature, produits français, etc., tout cela ont énormément de succès. Les élites veulent des gouverneurs pour leurs enfants qui parlent français. Donc il y a un mouvement francophile dans toute la Russie, dans les élites russes, qui est d'ailleurs très, très documenté. Et d'ailleurs, la Russie a ses agents du Kremlin pour essayer d'embellir son image auprès de la France, notamment Voltaire. D'ailleurs, si vous cherchez la bibliothèque de Voltaire, il l'a vendue à Saint-Pétersbourg, parce que Voltaire, Diderot, tout ça viennent
toucher des chèques pour dire du bien de la Russie qui veut, encore une fois, prendre sa place dans le concert des nations. Le problème, mais ça, bon, si on va très dans le détail, c'est que autant la Russie a été attirée par les grands auteurs français du XVIIe siècle, mais finalement, ce qui arrive, c'est les philosophes des Lumières, qui, avec le potentiel d'anarchie que ça peut générer, mais le fait est qu'il y a un immense prestige de la France en Russie. Le problème, c'est que culturel. Parce que ceux qui gagnent de l'argent, c'est pas nous. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est les Anglais. Parce que eux, à partir notamment du début du XVIIIe siècle, eh bien, ils vont commencer, avec les puissances de la Baltique, à commercer avec Saint-Pétersbourg. Et le volume du commerce anglais est colossal. Donc il y a toute une partie de la classe dirigeante russe qui va gagner énormément d'argent en commerçant avec les Anglais. Et nous, on ne fait quasiment pas de commerce avec eux. Et ça va être fondamental, parce qu'au moment où la Russie va devoir choisir entre Napoléon et l'Angleterre, il y en a l'empereur Paul Ier, qui lui avait plutôt de la sympathie pour Napoléon, mais il va être assassiné. Et donc c'est Alexandre Ier qui va prendre sa place. Et alors j'ai vérifié historiquement, c'est absolument pas, je pense que c'est faux, mais globalement, mais ce qu'on entendait, c'est qu'au moment où les boyards, c'est-à-dire en fait les hommes d'affaires, hein, plus exactement, qui gagnaient de l'argent avec les Anglais, ont assassiné Paul Ier qui voulait s'entendre avec Napoléon, un Napoléon qui voulait le blocus continental, dont ne voulaient absolument pas les Anglais, eh bien l'ambassadeur d'Angleterre était dans la pièce d'à côté. Bon, c'est pas vrai, j'ai demandé à tous les historiens sérieux que je connais, mais en tout cas, ça traduit bien le fait que l'élite russe a choisi l'Angleterre plutôt que la France, parce que nous, on le fait dans le culturel, comme souvent, et pas dans le business. Donc, on arrive à ce moment-là où la France, qui était la puissance dominante au XVIIIe siècle, eh bien, se finit dans les guerres révolutionnaires et impériales. Et donc, ça se finit par le Congrès de Vienne en 1815. Et à ce moment-là, on a un court moment où on peut s'entendre avec au moment de la Restauration, donc les Bourbons, on peut s'entendre avec les Russes parce qu'il y a une poussée conservatrice des deux côtés. Les Bourbons veulent mettre fin à la Restauration, donc Louis XVIII et Charles X veulent mettre fin à la Révolution. Il y a une inquiétude générale donc, chez les pouvoirs européens de ces sursauts révolutionnaires. La France a donné, à mon avis, le mauvais exemple partout en Europe. Et donc, il y a une inquiétude et donc apparaît sous l'égide de la Russie une organisation, enfin ce qui n'est pas vraiment une, mais qui vise à ce que les puissances conservatrices en Europe puissent s'entraider en cas de poussée révolutionnaire. C'est ce que l'armée russe notamment fera au moment du soulèvement hongrois en 1848. Elle viendra au secours de l'Empire d'Autriche, qui d'ailleurs ne le lui rendra pas du tout, puisque finalement il se mettra du côté de la Prusse un peu plus tard. Donc à ce moment-là, mais ça ne dure pas très longtemps, hein, la Restauration 1815 et puis l'arrivée de la monarchie de juillet 1830, finalement ça ne dure pas très longtemps. Mais une fois de plus, comme dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on commence un peu à se dire tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette puissance. Voilà. En revanche, 1830 marque une rupture fondamentale qui, je pense, dure jusqu'en 1892. C'est-à-dire que la monarchie de Juillet est anglophile. Elle est organisée, mise en place par des anglophiles. Tout le monde veut ressembler à l'Angleterre, parce que l'Angleterre, évidemment, c'est le libéralisme, c'est la grande puissance du XIXe siècle. Et donc, cette monarchie de Juillet veut chercher un allié, c'est même pas un allié, sur qui s'aligner. Et ça va être l'Angleterre. Et cet alignement derrière la diplomatie anglaise, encore une fois, je pense que se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Sauf dans la période, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale et de la période de 1958 avec l'arrivée du général de Gaulle jusqu'à son départ. Mais sinon, en fait, il y a une espèce d'alignement systématique sur l'Angleterre, par admiration des élites françaises vis-à-vis de l'Angleterre, par le fait qu'il faut bien se rendre compte qu'en 1815, on a quand même mis pendant 25 ans l'Europe à feu et à sang, donc il y a pas mal de gens qui nous détestent, ce qu'on a fait. Donc en fait, finalement, on se dit on a besoin d'un allié, c'est qui le plus fort? C'est l'Angleterre. Et donc on va s'aligner à ce que fait l'Angleterre. C'est d'abord le cas de la monarchie de Juillet, qui elle aussi ne dure pas très longtemps, et c'est le cas, et c'est là où ça va se corser avec la relation russe, avec Napoléon III, puisque à ce moment-là, Napoléon III, c'est également un alignement complet sur la politique anglaise. Hein. Vous avez lu ma biographie, je suis Saint-Cyrien. Si on a des plumes rouges sur
notre casoar, c'était pour faire plaisir à la reine Victoria quand elle est venue nous visiter, parce que c'était sa couleur préférée, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, pour vous dire, l'alignement, ça c'est juste de l'anecdote, mais l'alignement est quasiment total, et ça va nous entraîner dans un événement tragique de notre histoire, dans notre rapport avec la Russie, la guerre de Crimée. Donc le prétexte, c'est la concurrence pour protéger les chrétiens d'Orient, etc. Tout ça, c'est faux. Le problème, c'est que les Russes sont en train de mettre une raclée, comme je l'ai dit, d'achever le boulot avec l'Empire ottoman, et que les Anglais voient arriver, près du détroit du Bosphore, l'armée russe. On est à deux doigts d'avoir Istanbul qui redevienne Constantinople. Et ça, pour les Anglais, c'est absolument pas possible. Le contrôle des détroits est un fondement, et qui nécessite toutes les rivalités possibles et imaginables. Il y a également une rivalité en Asie centrale, mais qu'aujourd'hui les historiens russes sérieux pensent qu'elle a été largement exagérée, surestimée par la partie russe. Mais le fait est que l'Angleterre veut faire la guerre à la Russie, mais le problème c'est qu'elle a une flotte, mais il faut quand même à un moment une infanterie. Et c'est la France qui va fournir l'infanterie. Nous allons envoyer 315 000 hommes, 95 000 vont mourir, mais nous allons battre la Russie. Alors on ne va pas prendre Moscou, mais finalement les armées arrivent à épuisement et la poussée russe vers l'Empire ottoman est stoppée. Et surtout, en fait, ce qui va être une véritable catastrophe pour nous, c'est que dans la période de Napoléon III, on va faire la guerre à tous ceux qui auraient pu nous aider contre la Prusse. On fait la guerre donc pour l'indépendance italienne contre l'Autriche, on fait la guerre contre la Russie pour l'Angleterre, et en plus on part dans des aventures au Mexique, etc., etc. Résultat, on arrive, et donc on avait fait tout ça pour faire plaisir à l'Angleterre. Hein, le but, c'était que, comme ça, si un jour on a un problème avec la Prusse, qui apparaissait de plus en plus après la victoire contre le Danemark et contre l'Autriche à Sadova en 1866, qui apparaissait évidemment comme le danger principal. Et on arrive donc en guerre 1870 contre la Prusse, on se tourne vers l'Angleterre qui nous envoie balader. Donc bravo Napoléon III, je pense que c'est un des plus mauvais, la plus mauvaise diplomatie des affaires étrangères de notre histoire, on peut la trouver. Alors il y a même Macron évidemment qui fait de la concurrence, mais sinon Napoléon III en tient quand même une bonne couche. Et donc ça nous a coûté 95 000 hommes. Pour vous donner un ordre d'idée, on envoie en Crimée 315 000 hommes, c'est plus que l'armée française aujourd'hui, tout compris. Donc on n'est plus vraiment dans la même... Donc c'était une France qui devait faire 28-30 millions d'habitants, donc c'est pas rien. Et donc on arrive à ce moment-là, donc la France est humiliée, battue en 1870, et Bismarck, qui est un grand ennemi de la France mais un génie politique, réussit à créer toute une constellation de pays hostiles autour de nous. Non seulement on a perdu la guerre, non seulement on a perdu l'Alsace-Lorraine, enfin l'Alsace-Moselle, non seulement on paye des dédommagements, mais en plus Bismarck réussit à créer autour de la France un réseau d'alliances qui comprend la Russie et qui nous est hostile. Heureusement pour nous, l'Allemagne va se rapprocher de l'Autriche-Hongrie, donc même si la Russie est venue au secours des Habsbourg en 1848, finalement les Habsbourg choisissent la Prusse et se retrouvent concurrents des Russes dans les Balkans. Donc il y a toute une série de crises, je vais vous la faire courte, mais finalement la Russie se rend compte que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ne peuvent pas être des alliés et que leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Et c'est le moment du rapprochement entre la France et la Russie. Donc c'est une espèce de moment assez qui est unique en fait dans notre histoire, puisqu'on est deux tout de même grandes puissances, on n'est pas envahis, on n'est pas voilà, et on se rapproche donc notamment c'est en 1892, il y a cette alliance franco-russe qui se révèle être extrêmement précieuse pour la France. Je vais accélérer un petit peu. Elle donne d'excellents... Elle nous sauve pendant la Première Guerre mondiale, hein, puisque, en fait, s'il y a une contre-offensive de la Marne, c'est parce que, sur le front de l'Est, eh bien, l'armée russe a donné l'assaut contre l'armée allemande, ce qui fait que les Allemands sont obligés d'envoyer des renforts à l'Est, et finalement, ça nous permet la contre-offensive de la Marne. Ça nous sauve une deuxième fois à Verdun, en 1916, puisque à ce moment-là aussi, en fait, au début de l'année 1916, il y a le général Broussilov, qui est un des meilleurs généraux russes, se rend en France, il rencontre
Ils rencontrent notamment le général Pétain, et ils se mettent d'accord que si jamais l'un est attaqué, l'autre attaquera sur l'autre côté de l'Europe pour épuiser les renforts. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que quand les Allemands attaquent à Verdun, immédiatement les Russes attaquent, et d'ailleurs, en 1916, ils détruisent l'armée autrichienne. Le général Brusilov détruit l'armée autrichienne en appliquant finalement ce que le général Pétain et le général Castelnau ont mis au point, c'est-à-dire des offensives limitées, en économisant les hommes, en utilisant beaucoup de puissance de feu, et plus en essayant ces percées qui ne donnaient aucun résultat, à part d'exterminer toute une partie de nos armées. Donc en fait là, en 1916, on est sauvé par l'armée russe, mais André en a parlé, 1917, c'est d'abord les journées de février, donc Nicolas II, sous la pression des militaires, abdique, et c'est l'arrivée de la Première République russe, donc, qui est dirigée par des gens complètement incapables, et qui aboutit à la Révolution d'octobre. Et là, les bolcheviks arrivent, ils signent immédiatement, ils contactent les Allemands pour signer un traité de paix. Les Allemands, d'ailleurs, de facto reconnaissent l'existence d'une Ukraine, parce qu'il y a une bande d'intellos à Kiev qui ont proclamé l'indépendance de l'Ukraine, alors qu'en fait, on ne connaît même pas les frontières, et les Ukrainiens, enfin ceux qui habitent le territoire de l'Ukraine, l'Ukraine est le nom d'un territoire, pas d'un pays, ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Mais ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, les premiers, on va dire, indépendantistes ukrainiens sont pro-allemands, alors que la Première République russe de Kerensky est loyale vis-à-vis de la France. D'ailleurs, l'historien Jacques Bainville avait d'ailleurs été envoyé en Russie pour sonder le terrain et voir si jamais les Russes voulaient continuer. Les Russes voulaient continuer, ce sont les bolcheviks qui ne veulent pas. Donc ce cycle révolutionnaire se finit très mal dans la relation franco-russe. Mais finalement, après la paix de Versailles, et c'est là on va rentrer dans des fondamentaux pour comprendre la situation aujourd'hui, après la paix de Versailles, les Soviétiques se rendent compte que leur ennemi, c'est les Anglais et les États-Unis. Tout ça, c'est très documenté. Maintenant, toutes les archives ont été ouvertes, donc les archives diplomatiques. Donc à ce moment-là, les Soviétiques se rendent compte que on a en face de nous des gens qui veulent nous faire la guerre, les Anglais et accessoirement au début les États-Unis, à qui on peut s'adresser. Ils ont le choix entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne, elle voudrait bien utiliser les Soviétiques, puisque après 1918, finalement, c'est les deux parias de la vie internationale, c'est l'Allemagne et l'Union soviétique, mais les Soviétiques préféraient s'adresser à la France, parce qu'ils se méfient, et à juste titre, des Allemands. Et donc, en 1924, les relations entre la France et l'Union soviétique sont rétablies. À ce moment-là, en fait, les Soviétiques approchent la France pour l'avoir comme allié. Mais la France a d'autres préoccupations. Avec Aristide Briand, elle a trois préoccupations qui vont nous rappeler des choses. La construction européenne. Aristide Briand n'a que ça plein la bouche. Il fait des discours, on a l'impression d'écouter du Macron. Et des garanties pour la Pologne. Or, l'Allemagne et l'Union soviétique, eux, ce qu'ils veulent, c'est très bien analysé par Jacques Bainville en 1921, c'est se repartager la Pologne, ou en tout cas, parce qu'en fait, ils ont peur, ils savent qu'ils sont menacés l'un et l'autre, et il faut que chacun prenne un bout de Pologne pour que l'autre, quand il va attaquer, ait le plus de territoire à parcourir. Donc en fait, alors que les Soviétiques approchent en disant « on veut s'allier avec les Français », pour des garanties de sécurité, Aristide Briand répond non, nous on veut la construction européenne, la SDN, la paix de Locarno, alors qu'en 1922, les Allemands et les Soviétiques ont signé un accord, le traité de Rapallo, avec des clauses secrètes qui permettent aux Allemands d'aller s'entraîner sur le territoire soviétique. Donc il y a toute une partie à cause du traité de Versailles, ils ne pouvaient pas s'entraîner. Donc en fait, on peut dire que jusqu'en 1933, c'est complètement raté. Et en plus, les Français veulent être remboursés des emprunts russes. Et ça, les Russes disent « d'accord, mais prêtez-nous d'abord de l'argent ». Je vous rappelle Zelensky, c'est pareil. Donc en fait, ça se passe très mal. Mais heureusement, Aristide Briand disparaît. Et surtout, Adolf Hitler arrive au pouvoir. Et à ce moment-là, toute la coopération entre l'Allemagne et l'Union soviétique cesse. Parce que Hitler n'en veut plus. À partir de ce moment-là, Staline se rend compte qu'il va avoir besoin d'alliés. Il a lu Mein Kampf, on le sait maintenant, en 1934, donc il sait que Hitler va lui tomber dessus, puisque Hitler l'écrit
noir sur blanc, nous autres nationaux socialistes, Biffon, la tendance ces 3 siècles derniers où il fallait s'étendre vers l'ouest, désormais on va aller vers l'est. Donc en gros, les élites bolcheviques savent que Hitler va leur tomber dessus. Et donc il n'y a plus aucune coopération. D'ailleurs, pour la petite remarque au passage, ceux qui disent que Staline et Hitler se sont entendus parce que c'était 2 dictateurs, l'Allemagne a bien plus coopéré avec la République de Weimar que... Staline a bien plus coopéré, Staline et Lénine, l'Union soviétique, ont bien plus coopéré en densité et en durée avec la République de Weimar qu'avec le national-socialisme. Donc, en fait, à partir de 1933, il n'y a quasiment plus aucun contact, et ils se regardent comme de chiens qui vont se rentrer dedans. Les soviétiques, donc, inquiets par l'arrivée du national-socialisme, se rapprochent des Français, et surtout inquiets aussi parce que les Polonais se sont rapprochés des Allemands. En 1934, les Polonais sont les premiers à signer un pacte avec Hitler. Vous trouvez sur Internet la photo du général Pilsudski, Goebbels, Beck, qui est le ministre des Affaires étrangères. Et donc en fait, ce rapprochement inquiète les Soviétiques, il inquiète également la France, il inquiète le Vatican. Et donc il y a un rapprochement en 1934, 1935, pardon, il y a un pacte qui est beaucoup moins engageant que ce qui avait été signé en 1892, mais tout de même signé entre les Soviétiques et les Français. Et avec de la coopération militaire, puisque dans certains domaines, notamment le parachutisme, les Russes sont très en avance. Mon régiment, par exemple, première CP, est l'héritier de ceux qui ont été formés en 1935. Les premiers brevetés ont été brevetés en Union soviétique. Les premières installations pour former des parachutistes ont été faites sur l'inspiration de ce que nous avaient appris les soviétiques, avec un conseiller militaire soviétique. Donc, à ce moment-là, on a un certain rapprochement. Et puis, arrive Munich, arrive l'invasion de la Tchécoslovaquie. Staline veut rentrer dans Hitler. Donc il va voir les Anglais et les Français, les Polonais, et les Polonais disent non, les Français disent non, les Anglais disent non. Donc là, comme Staline en plus est un petit peu à la paranoïa, il se dit en fait ils veulent tous se mettre d'accord pour me tomber dessus. Et donc, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que quand il y a la négociation des accords de Munich, le Parlement français, donc le Parlement du Front populaire, vote pour donner à Daladier le pouvoir de signer. Les seuls qui votent, les seuls qui votent contre les accords de Munich, c'est les communistes, puisqu'ils reçoivent leurs ordres de Moscou, et un nationaliste et un radical socialiste de mémoire. Tout le reste de ce Parlement, c'est pas que j'aime bien quand on nous parle aujourd'hui des Munichois, les gars, ceux qui nous parlent des Munichois sont les partis qui sont les héritiers de ceux qui ont voté qui ont soutenu les accords de Munich. Donc ça c'est dit au passage. Et donc à partir de ce moment-là, Staline se dit, en fait ils veulent me tomber dessus, ils vont se mettre d'accord pour Staline. Tout est capitaliste. Hitler est un capitaliste, les Européens sont des capitalistes, et donc finalement ils vont me tomber dessus. Il accélère la remilitarisation, il met en place cet outil industriel incroyable qui va lui permettre de gagner la guerre. Et tout d'un coup, en l'été 1939, peu de temps avant l'invasion de la Pologne, Hitler s'approche de lui, se rapproche des Soviétiques, et dit je vous propose qu'on se partage la Pologne. Voilà. En gros, c'est ça. Staline saute sur l'occasion, parce que comme ça, il va se prendre 300 km en plus que Hitler aura à traverser quand il va envahir l'Union soviétique. Et donc, c'est le pacte germano-soviétique qui provoque un bouleversement dans la relation franco-russe, notamment parce qu'on a un parti communiste. Et d'ailleurs, ce problème, en fait, apparaît à partir des années 20, jusqu'à François Mitterrand, ou jusqu'à Mitterrand liquide les communistes. Et en fait, ça a été toujours pour la France de savoir est-ce qu'on peut avoir une relation normale avec un pays communiste, sachant qu'il y a un parti communiste qui est contrôlé, qui prend ses ordres de Moscou. Et donc ça a toujours fait peur, évidemment, à la Troisième République. Et évidemment, ça inquiète, ça a toujours inquiété. Et donc, quand il y a ce pacte germano-soviétique, le Parti communiste est interdit, rentre dans la clandestinité jusqu'en 1941.
Ce qu'on peut dire rapidement sur la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'est pas parce que les Soviétiques ont signé le pacte germano-soviétique qu'ils se considèrent comme les alliés d'Hitler. Et d'ailleurs, l'ambassadeur russe, enfin soviétique, jusqu'au 22 juin 1941, Bogomolov, il est présent à Paris. Et il a des contacts normaux avec le ministère des Affaires étrangères. Et le 22 juin 1940, les Soviétiques ne veulent pas rompre avec la France. Ils ne considèrent pas que la France est alliée de l'Allemagne. Mais c'est l'amiral Darlan qui va dire, pour faire plaisir aux Allemands, dont il espère en retour avoir des facilitations pour la libération des prisonniers, etc., qui va finalement de lui-même rompre avec Vichy. Le résultat, ça va être que Bogomolov il va finir à Londres et que les Soviétiques vont être les premiers à reconnaître la France libre. Et donc ça va être utilisé par le général de Gaulle en décembre 1944, qui n'obtiendra pas ce qu'il veut, en fait. Enfin, il obtient un accord, mais qui finalement, c'est un accord sur la Pologne, et évidemment, il a une position renforcée vis-à-vis de Churchill et vis-à-vis des États-Unis. Le problème, c'est qu'il avait demandé la rive gauche du Rhin. Et Staline ne lui donne pas, ne veut pas soutenir, parce que pour Staline, c'est pas gagné que l'Allemagne va être divisée. Ça peut devenir un grand pays socialiste qui sera dans l'orbite communiste. Donc en fait, alors évidemment, le général de Gaulle n'en parle pas dans ses mémoires, mais on a les archives, donc maintenant on le sait, parce que quand il écrit ses mémoires, il n'est plus question de prendre la rive gauche du Rhin à la République fédérale d'Allemagne. Donc à partir de ce moment-là, on rentre dans voilà. Et ensuite, au moment où le général de Gaulle donne sa démission, et où finalement on ne le rappelle pas, contrairement à ce qu'il pensait, en janvier 1945, les communistes jouent contre le général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle a compris qu'il ne peut jouer ni avec les Soviétiques, ni avec les Américains, qui s'entendent bien, surtout Roosevelt lorsqu'il est encore en vie, en décembre 1944, et il déteste De Gaulle, et finalement les Anglais font leur truc dans leur coin. Donc finalement, la France se retrouve isolée, De Gaulle se retrouve isolé, c'est là où il lance le premier projet d'une alliance avec l'Allemagne, le Benelux, etc. Et ça ne plaît pas à Staline, donc Staline dit au Parti communiste français de ne pas soutenir Général de Gaulle, ce qui fait qu'il sort de la politique jusqu'en 1958. La 4e République est anti-soviétique, c'est la création de l'OTAN, c'est le moment on va dire de grande tension, même si en 1957, il y a une première mission diplomatique qui se rend en Union soviétique, bien préparée. Quand on voit le niveau de préparation des missions diplomatiques et quand on voit celui de maintenant, encore une fois, toutes les archives sont là. Et malgré tout, on amorce un rapprochement qui va être amplifié par l'arrivée du général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est ce que lui reproche d'ailleurs mon maître, Georges-Henri Soutou, sous-estimait la puissance révolutionnaire soviétique. Il voyait, finalement, il parlait souvent de la Russie. Il parlait de la Russie. Il ne voyait pas quand même qu'il y avait une puissance révolutionnaire qui était derrière l'URSS et qui pouvait déstabiliser l'Europe. Donc, mais cela dit, il y a un rapprochement entre les deux puissances. Il y a la visite en 1966 ou 8, je ne sais plus. 8, je crois, de Gaulle en URSS, et il va jusqu'en Sibérie, et là, on commence à avoir de la coopération. Alors, les plus jeunes ne connaissent pas, mais avant, on avait une télé avec des tubes cathodiques, et il y avait le système PAL, c'est en Allemagne, et SECAM. Eh bien, les Soviétiques adoptent le système SECAM, et c'est le début d'une grande coopération, vraiment d'un retour en grâce. Et finalement, on s'aperçoit qu'on ne va pas se faire la guerre, c'est plus ou moins. Et en même temps, derrière, il y a cette idée, à la fois côté soviétique et côté occidental, de la convergence. Et en même temps, des deux côtés, que les systèmes vont tomber victimes de leurs propres contradictions. Lénine disait que le capitalisme périrait sous ses propres contradictions. Et du côté américain aussi, on se disait, de toute manière, le système économique socialiste ne peut pas tenir indéfiniment, donc ça va finir par s'écrouler. Donc cette idée de la convergence, cette idée du fait qu'on ne peut pas se faire la guerre, prend de plus en plus d'ampleur. Et surtout, finalement, c'était les Occidentaux qui avaient raison, c'est-à-dire que le socialisme est tombé victime de ces contradictions bien avant le capitalisme. Et donc on arrive, donc le général de Gaulle
passe le flambeau à Pompidou, à Giscard. Ça se passe plutôt bien entre nos deux pays. D'ailleurs, Mitterrand, pendant la campagne présidentielle de 1981, accuse Giscard d'être trop gentil avec les Soviétiques qui ont envahi l'Afghanistan. Et moi, je me souviens, parce que j'étais jeune à ce moment-là, on voit arriver 4 ministres communistes au gouvernement français. C'est la catastrophe, on va devenir... Et en fait, surtout quand on sait maintenant que Mitterrand les a fait venir pour détruire le Parti communiste, ce qu'il a réussi à faire. Mais cela dit, malgré tout, la relation entre la France et la Russie évolue plutôt dans le bon sens. La Russie, finalement, bascule dans la perestroïka sous Gorbatchev. Gorbatchev a des ambitions européennes, la maison commune européenne. Mitterrand voit pas grand-chose arriver. Et il est très inquiet de voir la réunification allemande parce que c'est quand même un homme d'une autre génération. Donc dès que l'Allemagne est forte, ça fait un petit peu peur. Et finalement, on va dire la Russie, elle bascule dans les années 90, donc qui sont des années d'effondrement complet, économique, démographique, prestige militaire, diplomatie. La relation avec la France à l'époque est plutôt bonne, mais bon, ça ne mène à rien. À partir des années 2000, c'est l'arrivée de Vladimir Poutine. Là, c'est un peu le moment des occasions manquées. La relation avec Chirac est bonne, la relation avec Sarkozy est bonne. Il y a ce moment important de 2003 où on ne fait pas la guerre en Irak, donc on renonce aux guerres impérialistes, mais ça n'aboutit pas à un rapprochement. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a des forces à l'intérieur de la diplomatie française, de l'armée, qui, elles, ne veulent pas de rapprochement. Elles veulent vraiment, notamment l'armée française a été largement otanisée. C'est Sarkozy qui finira le boulot. Il n'y a plus de politique. Sarkozy liquide la politique arabe. Il a de bonnes relations avec la Russie. Les Russes l'apprécient à cause de la Géorgie et des Mistral. C'est un peu un moment assez unique dans la coopération militaire-industrielle. Moi, j'ai travaillé pour le complexe militaire-industriel français en Russie. Je peux vous dire je crois que je travaillais en tout pour 1 milliard d'euros de potentiel. Alors, tous les dossiers n'auraient pas abouti, mais les Russes étaient intéressés par tout ce qu'on faisait. Nous aussi. Bref. Donc, là, on va dire que jusqu'à Nicolas Sarkozy, il y a une otanisation de l'armée et de la diplomatie, mais sous Chirac et Sarkozy, la relation est plutôt bonne, et surtout, les entreprises françaises font la vraie diplomatie. Le Club France, devenu ensuite la Chambre de commerce, permet de maintenir des échanges, même quand l'ambiance n'est pas bonne, c'est le business qui passe et qui fait passer les choses. La catastrophe s'annonce avec l'arrivée de François Hollande et ensuite Emmanuel Macron qui va continuer. Là, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est André qui a fait le boulot. Mais bon, Hollande arrive. Moi, je l'ai vécu ça. En plus, j'étais encore dans l'armement à ce moment-là. Donc, ça se passe. Bon, on attendait de voir. Et puis, Maïdan. Et là, Maïdan, c'est le début des sanctions. Hollande, comme d'ailleurs Merkel, ont essayé de résister. C'est pour ça que, si vous lisez mon livre, je pense que la destruction du MH17 a été délibérée, parce qu'après la réunification de la Crimée, les sanctions qui ont été mises contre la Russie ont fait rigoler tout le monde. C'était vraiment... il y avait un journaliste suisse qui avait dit à ce niveau-là, la prochaine escalade, c'est d'interdire la piste rouge aux oligarques russes à Courchevel. Et en fait, c'était ça. Et nous, on voyait ça, en fait, il n'y a rien. Et même la coopération militaire n'était pas touchée. Après le MH17, et d'ailleurs Joe Biden, qui était vice-président, s'en est vanté, là pour le coup il a obtenu des sanctions financières, militaires et sur des technologies particulières d'extraction du pétrole. Excuse-moi, tu devrais rappeler ce que c'est le crash du MH17, parce que peut-être tout le monde ne se souvient pas. En juillet 2014, un avion civil malaisien qui transportait 300 passagers a été abattu par l'armée ukrainienne. Et immédiatement, les Occidentaux ont accusé la Russie, et ça a été le prétexte pour forcer la France, l'Allemagne et l'Italie, qui ne voulaient pas, les a forcés de mettre des sanctions. Et pour moi, j'ai appelé ça le père de tous les mensonges. C'est-à-dire que, et en plus j'avais toujours des contacts à l'époque dans certaines, je dirais, structures bien renseignées, tout le monde savait que c'était Kiev qui avait abattu, et sans doute avec la bénédiction de la CIA. Tout le monde le savait. Mais ils ont eu tellement peur, et surtout, vous imaginez le message qui est envoyé par l'administration américaine. Ce message, il vous le disait carrément ouvertement. Il dit, vous avez vu, vous n'avez pas voulu mettre de sanctions, résultat, on a été obligé de tuer 300 personnes dans un avion. C'est ça le message qui était passé. Donc je peux vous dire qu'après le MH17, Nord Stream 2, Nord Stream 1,
le barrage de Kakhovka, balancer des drones sur une centrale nucléaire, ça leur fait pas peur. Donc ça a été... et donc cette espèce de message d'une violence inouïe qui a été envoyé par Washington vis-à-vis de la France et vis-à-vis des Européens. Après, encore une fois, je ne vais pas vous la refaire complètement. Macron arrive sur un coup d'État. Tous les autres candidats voulaient enlever les sanctions contre la Russie. C'est Macron qui l'emporte. Et on en est là où on en est, ce qu'a décrit André. Rapidement, pour parler de la situation militaire, donc, en fait, il se trouve que comme j'ai travaillé pour le complexe militaire-industriel français, je connais bien le complexe militaire-industriel russe. Et c'est pour ça que quand j'entendais en 2022 qu'ils allaient bientôt manquer de munitions et de chars, etc., je me dis mais est-ce qu'ils ont déjà une seule fois visité une usine d'armement russe? Est-ce qu'ils se représentent de cette puissance? Pour vous donner une comparaison, donc, comme je visite en France la ligne de production du VBCI, c'est le blindé d'infanterie. Donc c'est Nexter qui le produit. Et je dis, tiens, j'aimerais bien visiter la ligne de production du Leclerc, quand même. Il dit, ah non, elle a été fermée en 2007. Donc, si vous voulez, vous comparez donc on ne peut plus produire de chars. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé de Leclerc? Parce que sinon, on n'en a plus. Surtout la vitesse à laquelle les chars sont détruits. Donc, c'est-à-dire que eux, les Russes, quand vous avez... C'est quoi une usine d'armement russe? Vous avez, je parle d'une usine d'obus. Vous avez plein de bâtiments, et en temps de paix, vous avez 20% de l'usine qui travaille. En temps de guerre, vous retirez les bâches, vous mettez un peu d'huile, vous embauchez, et en 3 mois, vous êtes parti en cadence d'attaque. Et c'est à peu près dans tous les domaines comme ça. Il n'y a pas de ligne de production de matériel il y en a eu évidemment, parce qu'il y avait une surproduction à l'époque soviétique, mais globalement, la Russie est capable de produire en masse de tout. Et d'ailleurs, vous voyez, ceux qui ont pu approvisionner notamment l'Ukraine, en fait, c'est des anciens pays soviétiques, enfin, dans la mouvance soviétique. Les obus, les munitions, c'était slovaque, tchèque, c'était les Polonais qui ont livré également une partie de leur matériel, parce qu'ils étaient sur ce modèle-là. Donc les Russes sont restés sur une capacité de production de masse, avec en plus certains domaines dans lesquels ils ont au moins 10 ans d'avance. Les armes hypersoniques, et notamment la robotique, contrairement à ce qu'on croit, les Russes aussi sont très forts dans ce domaine-là. Les semi-conducteurs, en fait, ils en produisent, c'est ce que j'explique dans mon bouquin. Ils ne produisent pas des trucs que vous allez mettre dans votre smartphone, mais pour mettre dans un missile qui, de toute manière, sera utilisé qu'une fois, et même dans une bagnole, la grosse puce à, je ne sais pas combien, 320 nanomètres, ça fait parfaitement l'affaire. Donc il y a une sous-estimation et une méconnaissance du complexe militaire-industriel russe, qui est assez étonnante. Parce que, en fait, je n'étais pas le seul à travailler. Il y a d'autres personnes qui auraient pu... moi, on ne m'a pas demandé mon avis, mais il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec les Russes dans le domaine militaire industriel. Ils étaient capables de dire, attendez, vous faites complètement fausse route. L'armée russe, ce n'est pas du tout ça. À côté de ça aussi, il faut voir que l'armée russe en tant que telle a été sous-estimée. Ça, c'est lié, ça a été très bien analysé par Sylvain Ferreira et Jean Lopez, c'est lié au fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Américains étaient effrayés par la puissance soviétique. Ils se sont dit à qui on peut s'adresser pour savoir comment les battre. Et finalement, ceux qui s'en sont le mieux sortis, même s'ils ont perdu à la fin, c'était les Allemands. Et donc finalement, Manstein devient consultant pour la Bundeswehr, Halder pour l'OTAN, Guderian écrit ses mémoires d'un soldat, etc. etc. Et ils expliquent, en fait, c'était nous les meilleurs. En face, tout ce que c'était des vagues de soldats alcooliques, mais ils avaient la masse. Et si Hitler nous avait écoutés, on aurait gagné. Alors qu'en fait, quand on connaît l'histoire sur le front de l'Est, c'est plutôt eux qui auraient dû écouter Hitler, notamment Barbarossa. Hitler avait donné un axe d'effort principal vers les pétroles du Caucase, et il avait raison. Mais Halder a dit, bah non, parce qu'on va prendre Moscou, puisqu'on a gagné contre les Français quand on a pris Paris, et contre les Polonais quand on a pris Varsovie. Donc en fait, mais cela dit, c'est que l'OTAN a été profondément imprégnée par cette idée que vous retrouvez quand vous écoutez LCI, dans la bouche du général que j'ai gentiment baptisé Dourakovlev, Yakovlev, dans la bouche du colonel Goya, dans la bouche du général Richoux, c'est que comme ils ont tous été otanisés, que l'OTAN a fait d'eux des imbéciles, ils sont persuadés qu'en face d'eux, de toute manière, la Russie c'est la masse, et que c'est des alcooliques, et que les généraux font n'importe quoi, etc., etc. Sans même voir, et c'est ça quand même, il faut bien se rendre compte, en 2022, la Russie attaque un pays un peu plus grand que la France, avec 160 000 hommes, c'est les chiffres de l'OTAN, contre un pays qui a une armée 3 fois plus nombreuse. En faisant ça,
en partant de Crimée, les Russes, en 9 jours, franchissent 100 km, le Dniepr, prennent Kherson en 9 jours. Ils prennent 60 000 km² qu'ils gardent définitivement. Ils perdent un peu, mais en tout, à la fin de l'année 2022, ils ont pris, en attaquant un 1 contre 3 et en étant contre-attaqués, puisque l'Ukraine mobilise immédiatement, d'ailleurs le ministre Reznikov de la Défense ukrainien annonce une armée d'1 million d'hommes à l'été 2022. Donc les Russes, en étant à un moment à 1 contre 6, contre 7, réussissent à prendre à l'Ukraine 60 000 km². Donc dire que l'offensive russe est un échec en 2022, non. C'est un échec dans le sens où Poutine espérait qu'en face, l'OTAN soit raisonnable. Ils ne l'ont pas été. Ils ont vraiment cru parce qu'ils étaient, je pense, irrationnels et sous-informés. Ils étaient sous-informés dans le domaine militaire, je viens de le démontrer, et ils étaient sous-informés dans le domaine économique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cru que la Russie ils allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. Donc c'est cette méconnaissance de la Russie, pas seulement d'ailleurs dans le domaine militaire, mais dans le domaine global, qui fait que on en est là aujourd'hui et qui fait que l'OTAN maintenant a fait de la défaite de l'Ukraine, qui a été inéluctable, l'Ukraine a perdu la guerre à la fin du mois de mars 2022, eh bien va aussi être une défaite de l'OTAN. Voilà, parce que les moyens colossaux ont été mis en place, pas des moyens humains, mais de toute manière il n'y en a pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, si c'est important, quand on fait la guerre en Crimée, sur un théâtre d'opération annexe, on envoie 315 000 hommes. Aujourd'hui, l'armée française, ça doit être 225 000 hommes en comptant tout. Vraiment, et c'est pas que de l'infanterie, c'est pas que des opérationnels. Donc, si jamais on veut faire la guerre à la Russie, c'est pas compliqué. Il faut remettre le service national, interdire la propagande LGBT, faire des écoles pour les garçons d'un côté, des écoles pour les filles de l'autre. Il faut arrêter d'expliquer aux garçons qu'en se coupant le pénis, ils peuvent devenir des filles. Il faut remettre d'abord les valeurs patriotiques en expliquant qu'il faut se battre pour défendre la patrie, que c'est sacré, que le drapeau c'est sacré. Et après, ensuite, passer discrètement. Et on pourrait peut-être vous envoyer mourir dans la steppe ukrainienne. Je dis, il faudra au moins 10 ans pour mettre ça en place. Donc on fait ce qu'on fait, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on envoie de l'argent. C'est très bourgeois d'ailleurs, c'est les bourgeois payent pour s'en sortir, c'est toujours ça. Et quantitative easing, c'était pareil. En fait, il y a un article que je n'ai pas retrouvé, mais un américain qui a dit ils vont essayer de se sortir de la crise ukrainienne comme de la crise des subprimes. Un subprime, ils ont imprimé de la monnaie. Seulement, Soral le disait très bien, il dit le problème c'est qu'avec de la monnaie, tu fabriques pas des obus et des soldats. Il faut l'outil industriel, il faut voilà. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que finalement, les seuls soldats dont l'OTAN dispose pour aller se battre contre les Russes, c'est des Russes, qu'on appelle les Ukrainiens. Et comme bien sûr, ils n'ont aucun scrupule, on en est là où on en est aujourd'hui. La guerre, elle est perdue depuis le début, depuis le 24 février. On l'a fait prolonger, et le bilan, quand on va tirer le bilan, quand la victoire russe sera finalement inévitablement reconnue, le bilan va être terrible. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que peut-être que ça peut être l'occasion de repartir sur une nouvelle Europe, qui ne sera pas l'Union européenne, dont la Russie fera partie. Et je vais conclure là-dessus. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je vois dans un pays comme l'Allemagne, une grande poussée nationaliste par l'Alternative für Deutschland, malgré tous les défauts qu'elle peut avoir. Il y a même à gauche un mouvement qui s'appelle le mouvement de Sarah Wagenknecht, qui est une gauche populaire qui veut avoir de bonnes relations avec la Russie. Et nous, en France, on n'a rien. Rien de rien. Et pour nous, le risque aujourd'hui en tant que Français, c'est que finalement, l'Alternative für Deutschland arrive au pouvoir, pourquoi pas en coalition avec la CDU, on en parle beaucoup dans la presse allemande. Ils vont arriver, ils vont dire à Vladimir, finalement, on ne le fera plus jamais. Est-ce qu'on peut avoir du gaz pas cher? Est-ce qu'on peut recréer cet axe germano-russe qui nous a tant réussi à l'époque de Bismarck, etc. Et nous, avec la classe politique nullissime dont on dispose, qui a regardé le Parlement français, on va se retrouver complètement isolé face à ce binôme. Et aujourd'hui, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que je pense que les Allemands sont suffisamment réalistes pour se rapprocher de la Russie, pour leur plus grand intérêt, et que nous, on va se retrouver, parce qu'on a une classe politique nullissime, et aussi parce qu'on est pauvre, il faut le dire la vérité, économiquement, et qu'on n'a plus rien à proposer, on va se retrouver complètement isolé. Voilà. Mais malgré tout, je crois à l'avenir de la France, j'ai la foi. Voilà.